Bonjour, bienvenue à cet autre numéro AMD Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, on veut parler de comment créer un échantillon représentatif. Ce sujet est très important et nous tient beaucoup à cœur. Voilà, rencontrons des personnes souvent qui, voilà, veulent mener ou mènent des recherches, mais qui sont basées sur des échantillons qui ne sont pas représentatifs ou même pas du tout représentatifs. Alors, nous faisons cette vidéo pour apporter un peu une lumière sur comment créer un échantillon représentatif. Voilà, après cette vidéo, c'est une petite vidéo, n'est-ce pas, qui se veut être 5 à 10 minutes. Voilà, donc si voilà, vous voulez en savoir plus, vous avez des questions, nos contacts sont à la fin de cette vidéo. De grâce, voilà, veuillez nous contacter afin que vous produisez une recherche qui peut être généralisable. Voilà, donc, voilà, c'est très important de bien comprendre. Souvent, on veut comprendre des opinions, n'est-ce pas? Des opinions publiques dans la recherche, que ce soit dans la psychologie, dans le marketing, dans le sport, etc. On veut comprendre souvent des opinions d'un public particulier. Voilà, mais on va remarquer que voilà, collecter des informations, des données sur l'ensemble de la population n'est pas pratique. Voilà, ça demande beaucoup de ressources, le temps, par exemple. Si vous faites une étude sur les chefs d'entreprise ou la perception des chefs d'entreprise sur, par exemple, une loi gouvernementale, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez dire, OK, je veux collecter les données sur les chefs d'entreprise. Est-ce que vous allez prendre le temps de parcourir, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, toutes les villes, et même les villages, pourquoi pas, pour essayer de collecter des données sur chaque chef d'entreprise. Vous allez voir que ça vous prend du temps, voilà, ça vous prend voilà, des années, ou si peut-être même si vous adonnez à ça à plein temps, voilà, ça vous prend quand même des mois, n'est-ce pas? Et ça va demander beaucoup de ressources financières et tout, n'est-ce pas? Donc, on va voir que collecter des informations sur l'ensemble d'une population n'est pas pratique la plupart du temps. Alors, donc, la solution ici consiste à utiliser un échantillon plus petit. Sinon, voilà, utiliser un échantillon, c'est-à-dire un sous-groupe de la population, comme l'image que vous voyez sur l'écran. Donc, on a une grande population, c'est une population cible. Voilà, prenons l'exemple, le même exemple, les chefs d'entreprise. Supposons que c'est la population des chefs d'entreprise qui est là. Et bien, vu qu'on n'a pas le temps pour collecter les données sur tous les chefs d'entreprise, n'est-ce pas? Nous allons collecter un échantillon des chefs d'entreprise. Voilà, donc la solution, comme on a dit, c'est pas toujours pratique de collecter les données sur l'ensemble d'une population, n'est-ce pas? Donc la solution, c'est d'utiliser un échantillon plus petit. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez être sûr que votre échantillon a la même composition démographique que votre population cible? Comment est-ce que vous pouvez être sûr, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est une question de réflexion. Voilà, mais retenez que si l'échantillon ne reflète pas la population cible, vos résultats ne seront pas généralisables à l'ensemble de la population. C'est très important. Voilà, si par exemple, dans votre échantillon, vous avez utilisé, vous avez collecté des données sur les chefs d'entreprise, par exemple, qui sont dans le secteur tertiaire, n'est-ce pas? Votre conclusion, en fait, ne pourra pas se généraliser à tous les chefs d'entreprise. Donc, si voilà, l'échantillon ne reflète pas vos populations cibles, les résultats ne seront pas généralisables à l'ensemble de la population. Je suppose que le but de votre recherche, c'est de pouvoir vraiment à augmenter la connaissance de l'espace, c'est de pouvoir arriver à généraliser à l'ensemble de votre population cible, de votre population d'études. Donc, c'est là que, en fait, les échantillons représentatifs entrent en jeu. D'où vraiment l'importance de vraiment cette vidéo, ce sujet. Donc, c'est là que les échantillons représentatifs entrent en jeu. Voilà, et on peut se demander, mais pourquoi les échantillons représentatifs sont-ils si importants, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on peut les rassembler pour notre étude? Donc, rapidement, nous allons d'abord un peu en profondeur, n'est-ce pas? De façon rapide, voir en fait qu'est-ce qu'un échantillon représentatif. C'est quoi un échantillon représentatif? C'est très important de savoir cela. Donc, pour faire simple, voilà, un échantillon représentatif, en fait, c'est un échantillon qui correspond à la répartition démographique de la population étudiée ou la population cible. Ça veut dire quoi? Par exemple, si votre échantillon compte à peu près, par exemple, 60% de femmes, votre population cible, donc votre échantillon également doit comporter environ 60% de femmes, n'est-ce pas? Donc, vous voulez que la répartition démographique de votre population étudiée, sinon de l'échantillon, soit un
peu similaire, plus ou moins similaire à la composition ou répartition démographique de la population étudiée. Donc, c'est important de retenir cela. Donc, si vous étudiez, par exemple, vous effectuez une étude, par exemple, de marché sur un produit, vous voulez savoir, en fait, ce que le public, par exemple, ivoirien, supposons, pourrait en penser. Donc, le problème est que beaucoup des gens qui vivent voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, vous allez créer une enquête afin de pouvoir atteindre chaque personne. Si vous voulez créer une enquête, en fait, pour pouvoir avoir la réponse de chaque Ivoirien, vous allez voir que c'est une tâche insurmontable, n'est-ce pas? Donc, vous allez utiliser un échantillon, c'est-à-dire une répartition ou bien un petit groupe de ces populations, n'est-ce pas? Et voilà, donc, mais il y a des risques, en fait, n'est-ce pas? Il y a des risques à cela. C'est-à-dire si par exemple, si le groupe peut, par exemple, aimer le produit, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il sort du magasin, ou bien si le groupe peut aimer, le groupe échantillon que vous avez choisi, par exemple, peut aimer le produit, voilà, mais on va voir que ce groupe-là peut avoir des caractéristiques un peu différentes de toute la population, en fait, n'est-ce pas? On prend le cas, par exemple, des élections. On peut dire que, par exemple, un tel candidat a peut-être l'approbation de la population, n'est-ce pas? Mais on va voir que ce groupe, en fait, on peut dire par exemple, un tel candidat a l'approbation des Ivoiriens. Mais est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui ont donné leur opinion? La réalité, c'est pas le cas. Mais on va voir que c'est un petit groupe de la population qui a donné son opinion. Et ce petit groupe, peut-être, n'est pas représenté de la population. Donc, on va voir que cette conclusion-là n'est pas valide. Donc, bref, nous continuons rapidement. Donc, pour affirmer en fait qu'un échantillon est représentatif d'une population, il doit avoir deux caractéristiques très importantes. Donc, c'est très important d'avoir ces deux caractéristiques. Numéro un, voilà, il doit être d'une taille suffisante par rapport à la population. Voilà, c'est très important parce que si aujourd'hui on parle d'une population, par exemple, la Côte d'Ivoire avec 28 millions d'habitants, n'est-ce pas? On veut faire une étude sur l'ensemble des Ivoiriens qu'on va généraliser. Étant donné que la Côte d'Ivoire comporte 28 millions d'habitants, est-ce qu'un échantillon de 100 Ivoiriens est vraiment représentatif? Par exemple, si on veut parler, par exemple, des ministres ivoiriens et qu'on prend un échantillon, par exemple, de 20, on peut trouver que cela est représentatif parce qu'après, il y a combien de ministres y a-t-il, n'est-ce pas? Mais si on veut faire une étude sur la population générale, qui est de 28 millions environ, n'est-ce pas? Et quand on prend un échantillon de 100, on va voir que il y a problème en fait. Donc, un tel échantillon, il y a des chances que cet échantillon ne soit pas représentatif en fait. Donc, pour affirmer qu'un échantillon est représentatif, dans un premier temps, il faut que cette échantillon ait une taille suffisante par rapport à la population. Et le deuxième élément qui est très important également, il doit posséder également les mêmes caractéristiques que la population. Donc, c'est très important que ces aspects-là y soient. OK, donc maintenant, je pense j'ai déjà plus ou moins répondu, n'est-ce pas, à cette question, mais de façon encore plus explicite. Pourquoi est-il important d'avoir des échantillons représentatifs? Voilà, donc il faut savoir qu'un échantillon non représentatif est susceptible, n'est-ce pas, d'aboutir à des données qui ne reflètent pas la population. Voilà pourquoi c'est crucial, c'est important, n'est-ce pas, d'avoir un échantillon représentatif parce qu'on veut que nos recherches soient utiles. On veut que nos recherches puissent vraiment venir éclairer, venir apporter de la connaissance, n'est-ce pas? Et nos recherches, par exemple, peut conduire à des prises de décision. Donc, on va voir que si notre échantillon n'est pas représentatif, alors on a des chances d'aboutir à des données qui ne reflètent pas la population. On peut penser qu'un tel produit qu'on veut mettre sur le marché sera approuvé par la plupart des Ivoiriens. Mais en d'autres termes, nous avons pris un échantillon qui n'était pas représentatif et on va voir que quand on met le produit sur le marché, notre attente n'est pas remplie en fait. Donc, c'est important de vraiment d'avoir un échantillon représentatif si on veut aboutir à des données qui reflètent la population. Et deuxièmement, si, voilà, parce que si on n'a pas un échantillon représentatif, n'est-ce pas, nos résultats ne sont pas généralisables.
n'est-ce pas? Donc, une autre importance en fait d'avoir un échantillon représentatif, c'est que si vos résultats sont généralisables, vous pouvez commencer à tirer des conclusions sur l'ensemble de la population. Je pense que c'est là, c'est ce que vous voulez en fait. Personne ne fait une recherche pour être limité en fait, n'est-ce pas? Personne ne fait une recherche pour ne pas pouvoir peut-être après faire sortir une vérité en fait ou quelque chose qui pourra guider les prises de décision, n'est-ce pas? Donc, si vos résultats sont généralisables, vous pouvez commencer à tirer des conclusions sur l'ensemble de la population. Et c'est là que vous voulez être. Voilà, donc c'est très important. C'est très important de retenir cela. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment créer un échantillon représentatif. Voilà, donc pour cette partie, nous allons juste citer des éléments. Mais si vous voulez en savoir plus, comme nous avons dit, voilà, RMDC Lab est là, votre équipe d'experts en méthodologie de recherche et en statistique qui pourra vous aider en fait. Je pense que c'est très important de régler cet aspect-là même avant d'aller sur le terrain pour faire la collecte de vos données. C'est très important. Donc, comment créer un échantillon représentatif? Dans un premier temps, il faut choisir la bonne taille d'échantillon. Voilà, pour ceux qui peut-être nous suivent depuis longtemps ou ceux qui nous prennent maintenant, peu importe, nous avons fait une vidéo sur comment calculer la taille d'échantillon appropriée pour votre étude. Parce que pour choisir en fait la taille, la bonne taille d'échantillon, ce n'est pas un choix qu'on fait en fonction de nos émotions, n'est-ce pas? Ce n'est pas un choix qu'on fait de façon aléatoire. C'est un choix qui est basé sur des critères précis. Donc, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo. Nous n'allons même pas rentrer dans les détails. Voilà, nous avons fait une vidéo au préalable qui parle de nous avons montré dans cette vidéo comment, voilà, comment calculer la taille d'échantillon adéquate pour votre étude, étant donné ces facteurs, c'est un critère, n'est-ce pas? Donc, vous devez aller dans, voilà, dans nos vidéos et vous devez voilà, voir cette vidéo absolument, absolument. Et si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, nous vous encourageons de le faire. Voilà, nous postons des contenus et vos commentaires, vos partages, n'est-ce pas, vos abonnements nous aident à continuer à faire de telles vidéos. Et si cette vidéo vous fait du bien, n'hésitez pas à la partager en fait, car c'est ensemble qu'on arrivera à produire des recherches qui pourront guider les prises de décision dans nos pays. OK, donc la première étape, c'est de choisir la bonne taille d'échantillon. Une fois qu'on a choisi la bonne taille d'échantillon, maintenant on passe au recrutement des participants. Ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que les personnes créent des personnes commencent à recruter des participants sans même savoir, en fait, la taille dont ils ont besoin, n'est-ce pas? Et quand on parle de recruter des participants ici, ça sous-entend, c'est de savoir les caractéristiques de ces populations-là, de ces participants-là. Et ces caractéristiques, comme on avait dit au préalable, n'est-ce pas? Ce qu'on a dit s'applique toujours. Ils doivent, c'est comme un miroir, en fait, n'est-ce pas? Donc, les participants qu'on va recruter, en fait, doivent mirer, en fait, la population cible sur, sur laquelle on veut généraliser l'étude, en fait. Donc, c'est très important. Et le dernier point, c'est de maintenant calculer la précision de l'échantillon. Ça veut dire quoi? On a nos populations cibles, n'est-ce pas? Et en fonction des populations cibles, on a défini notre échantillon. Et après, lorsqu'on collecte les données, parce que l'échantillon, c'est ce qu'on veut obtenir, n'est-ce pas? On va calculer pour voir dans quelle mesure notre échantillon est précis. Est-ce qu'on a pu atteindre la précision de l'échantillon qu'on voulait? Donc, on va calculer la précision. Et ce sont des calculs voilà, qui se font de façon simple. Nous pourrons, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou laisser un commentaire et nous serons ravis de vous répondre. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne. Et rapidement, pour finir, voilà, vous devez savoir que créer des études généralisables avec des échantillons représentatifs, c'est très important. Et votre but, vous soyez en master, vous soyez des doctorants, doctorantes, ou que vous soyez des chercheurs, en fait, vous voulez arriver à créer des études qui sont généralisables. Et cela se fait avec des échantillons représentatifs. Donc, retenez simplement que des échantillons représentatifs signifie que vos études peuvent être généralisées à une population plus large. Et c'est là que vous devez en venir. Donc, c'était là rapidement une vidéo pour vous parler un peu de l'importance, n'est-ce pas, d'un échantillon représentatif dans la recherche. Et vous avez nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, nous sommes plus disponibles via email. Je pense que c'est la meilleure manière de nous obtenir, c'est via email à consulting@rmdclab.org. Et pour ceux qui, voilà, suivent cette vidéo et ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, nous vous invitons à le faire. Voilà, cela nous motive à faire d'autres vidéos, n'est-ce pas? À les partager aussi au maximum à vos collègues, voilà, afin que, voilà, cette connaissance puisse aussi atteindre d'autres oreilles. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de RMDC Lab.